deux amateurs parisiens, tout a commencé au marché aux puces, un dimanche de 1962, lorsqu'ils découvrirent par hasard un lot de tableaux non identifiés couverts de poussière. Le marchand des puces nous a dit qu'il avait acheté tous ces tableaux à l'hôtel des ventes et que cela provenait d'un garde-meuble. Le garde-meuble, impayé depuis 20 ans, a été excédé et a mis donc les choses en vente, avec d'ailleurs le concours d'un expert qui fort doctement a dit « ça ne vaut vraiment pas un verre de cidre ». Alors, nous nous sommes précipités sur la signature. La signature, on peut l'interpréter, je pense que vous l'interpréterez de manière qui fait rougir. Il y a peut-être d'autres interprétations possibles. Par miracle, il y avait joint au lot l'affiche d'une exposition qui nous a donné le nom du peintre, Nicolas Kalmakov. Puis, nous avons trouvé au dos d'un tableau une étiquette que nous avons péniblement déchiffrée et qui portait l'indication Mir Iskousstva. Or, le Mir Iskousstva, c'est un mouvement créé par Diaghilev à Pétersbourg à la fin du siècle et qui a été, à peu de choses près, la matrice des ballets russes. Benoît et Bakst, les grands décorateurs, faisaient tous deux partie du groupe. Alors, le Mir Iskousstva, c'était un sérieux fil d'Ariane. Tous les peintres du groupe ont émigré, presque tous, entre 20 et 25, et ont vécu à Paris. Évidemment, à l'époque, c'était de très vieux messieurs et de très vieilles dames, mais il en restait même quelques-uns. Nous en avons fait le tour, mais à notre grande déception, nous avons fait chou blanc, personne n'avait jamais rencontré Kalmakov. Nous avons appris, mais beaucoup plus tard, qu'il était mort. Simplement, l'on savait qu'il avait fait une exposition en 1927 à la Galerie Charpentier à Paris. Du coup, nous publions une annonce dans le bulletin de liaison de l'émigration russe. J'ai répondu à l'annonce dans le journal russe. Mon mari l'a bien connu parce qu'il était ensemble avec Kalmakov dans l'école impériale de droit à Saint-Pétersbourg. C'était l'école pour les enfants de la grande noblesse russe. Et je dois vous dire qu'il me gênait beaucoup parce que les peintres aiment beaucoup à vous demander à poser, j'étais jeune. Mais vous savez, on ne sait jamais comment finira la séance. Et moi, je n'étais pas du tout du même genre. Alors c'était toujours difficile parce qu'il était sexuel. Il regardait dans chaque femme, la première chose, c'était une femme. Et c'est ça qui était gênant pour la femme parce qu'on sentait qu'il la possédait déjà sans l'avoir. Et pourtant, je ne suis pas une petite fille, vous savez, c'est pas du tout le cas. Mais avec une femme, tout de suite, il s'enflammait, vous savez. Et puis avec un regard. Alors, c'était toujours cette sexualité qui me gênait parce que je préfère donner une claque à un monsieur qui est trop arrogant, mais avec lui, il n'y avait rien à faire parce qu'il était correct. Mais il possédait déjà dans sa pensée chaque femme qu'il regardait, à mon avis. Enfin, mon mari a bien connu Kalmakov. Et voilà, tous les deux, en finissant l'école de droit, se sont tournés vers l'art. Mon mari se tourna vers le théâtre et Kalmakov vers la peinture. Et lorsque mon mari a été invité à mettre sous la scène Salomé d'Oscar Wilde, il a pensé tout de suite à Kalmakov comme le peintre sexuel, parce que le Salomé, la pièce est comme ça. Salomé, c'est le drame de sexualité, je peux dire. Et Kalmakov a fait une merveille de ce décor. Comme base, elle a pris l'organe féminin, mais c'était d'une beauté éclatante, c'était quelque chose de
Vous étiez dans un temple et vous le sentiez, l'ambiance de temple. Les costumes étaient aussi magnifiques pour ça. Malheureusement, il n'en reste qu'un seul, c'est celui de Salomé. Souvenir d'Anton Gebrov, acteur. Les costumes de Kalmakov étaient des chefs-d'œuvre, et particulièrement celui du Syrien qui m'était destiné. Ce costume m'enivrait. Je le portais pendant des heures. Je me souviens d'être une fois sorti du théâtre et d'avoir descendu la rue Ofitserskaya. Une foule énorme me suivait. La personne qui a monté le spectacle, c'était la célèbre actrice russe Vera Komisarjevsky, et elle a mis tout son argent dans ce théâtre. Elle était toujours tellement excitée pendant les représentations que mon mari dit qu'en jouant la sœur Béatrice de Metterlink, il représentait la Madone sur la scène. Mais la Madone, aussitôt dans sa loge, avait besoin d'un homme, et c'est en ce moment-là, elle dit que la liaison avec Kalmakov a pris des formes assez profondes, parce qu'il est resté son amant après un bon moment, plusieurs mois. Et voilà, tout le monde était en extase de la représentation, mais à la générale, le Saint-Synode, ce qui est en Russie comme Vatican pour le monde catholique, a défendu définitivement cette représentation de la pièce, parce qu'on l'a trouvée trop avancée. C'était un choc pour tout le monde. Pour mon mari, il ne pouvait plus entendre le nom de Salomé. Et je trouve que pour Vera Komisarjevsky aussi, c'était un choc, parce qu'au bout d'un an, elle était morte d'une façon tragique, et tout était enseveli avec la Salomé. Souvenir d'Anton Gebrov. Ebraïnov s'était surpassé dans sa mise en scène. Sous la lumière d'une lune fantastique, des arbres blêmes décharnés. On retrouvait là Kalmakov. Hérode et ses convives accompagnaient la danse de cris rapidement insoutenables. Des jets de lumière rouge semblaient lacérer l'air. Devant Salomé dansante, les visages des hommes devenaient des mufles crispés de passion et d'un désir inhumain. Le sexe, il était hanté, il était possédé. C'était le prêtre du sexe. C'était la force motrice du monde entier. Et le monde extérieur, il ne l'acceptait pas. Il s'éloignait de ce monde pour être dans son monde de sexualité qui dépassait les limites presque de l'humain. Le désastre de Salomé est aussi le désastre de Kalmakov, c'est la fin de sa carrière théâtrale.
il se retrouve seul, ce qui correspond à son tempérament. Et d'autre part, pratiquement, il s'était mis complètement en porte-à-faux dans l'ordre social de deux manières. D'une part, il s'était marié comme il ne fallait pas, à savoir il avait épousé, comme il ne fallait pas entre guillemets, il avait épousé une femme extrêmement belle, mais qui n'était pas de son milieu, et il avait une honte extrême à la sortir. Il avait trouvé la solution, c'était d'habiter une petite maison très lointaine en banlieue, de n'y inviter personne et de ne sortir jamais sa femme qui vivait cloîtrée. Et puis, il avait une autre disparité, c'est qu'il était peintre, lui fils de général, et qu'il devait être juge. Et c'était un métier qu'il était difficile socialement d'assumer. Et alors là, il a trouvé aussi la solution en ne peignant que pour lui-même ses propres fantasmes. Ces fantasmes sont souvent sataniques ou lucifériens. Il avait des visions du diable et il tentait désespérément de les fixer sur la toile. Malheureusement, ses tableaux les plus secrets, il les a abandonnés en Russie. Donc, nous avons quitté la Russie au mois de janvier 1925. Kalmakov a quitté un peu avant nous, peut-être un an. Et nous l'avons rejoint à Paris et nous l'avons trouvé dans un état misérable. Il habitait un petit hôtel à Montmartre et on voyait que ses affaires ne marchaient pas du tout. Les nôtres n'étaient pas mauvaises parce que nous avons eu de l'argent. Et en ce moment-là, heureusement, mon mari reçoit l'invitation de l'ancienne danseuse franco-russe Natasha Troanova, qui voulait absolument remonter la mise en scène de Salomé que mon mari a fait en 1909 à Saint-Pétersbourg. Natacha était une femme mariée en ce moment-là, mais ses appétits ne s'arrêtaient pas là. Et la liaison avec Kalmakov était très bien établie, nous l'avons vu très nettement. Malheureusement, pour elle, pour Kalmakov surtout, nous étions obligés de partir pour l'Amérique quand mon mari a reçu un très intéressant engagement. En 1931-32, c'était notre dernière rencontre avec Kalmakov, tant que je me rappelle, mais il était désagréable au possible et nous ne l'avons pas revu depuis ce temps-là parce qu'on a gardé un très mauvais souvenir de lui. Quand je réfléchis maintenant, je pense que c'était un homme qui sentait, premièrement, il était terriblement pauvre, et ensuite il sentait en plus vieillir, ce qui était certainement pour lui une grande catastrophe. Alors voilà ce que je sais de Kalmakov. Autoportrait. Autoportrait style Louis XV. Autoportrait en Saint-Jean-Baptiste. Autoportrait en cadavre d'Adonis. Autoportrait. Kalmakov surprenait par son aspect étrange. Il avait une tête en pain de sucre, avec des paupières blanches, et puis il était méticuleusement propre. Il était très pierre-poncé. Il était athlétique. Il faisait beaucoup de gymnastique et il regardait le soleil en face. En Russie, je n'ai pas connu Kalmakov, mais j'ai entendu dire que son arrogance a déplu dans les cercles de ses confrères et on ne l'aimait pas beaucoup. Ça, c'est une toile de Kalmakov peinte à
Saint-Pétersbourg en 1911, qui représente le jardin des Hespérides, etc. J'ai fait connaissance de Kalmakov à Paris, chez mon ami Alexandre Benoît, qui était décorateur chez Diaghilev. Après, Kalmakov fréquentait beaucoup dans ma famille. Il venait le soir dîner. Il apportait toujours des petites tablettes de chocolat pour mes enfants, malgré sa pauvre existence. Et, à mon avis, c'est un tendre et il adorait la famille. Sa propre famille, il l'a abandonnée en Russie. Mais est-ce qu'un vrai artiste ne doit pas rester seul pour faire son œuvre? Et moi-même, je l'ai fait de la même façon. Quand nous étions ensemble, presque jamais Kalmakov ne parlait femme. Et pourtant, j'ai entendu dire qu'il se battait souvent en duel. Et même une fois, il a tué le mari d'une de ses conquêtes. Kalmakov était d'une fierté et d'une honnêteté formidable. Malgré sa pauvreté, il n'a voulu jamais vendre une de ses œuvres. Pour vivre, il a fallu inventer quelque chose qu'il faisait facilement. La dernière guerre, à mon avis, n'intéressait pas du tout Kalmakov. Il ne lisait pas les journaux et il était pur artiste. Mais je sais qu'avant la guerre, il avait grande admiration pour l'action nationale de Mussolini, qu'il confondait peut-être avec les grandeurs de l'Empire romain. Il connaissait admirablement les armes blanches. C'est le chant de l'acier. C'est une œuvre déroutante, pleine de signes, donc ésotérique. Et tout ésotérisme appelle la recherche d'une clé. Nous espérons en avoir trouvé une qui ouvre au moins une partie de l'œuvre, et c'est la clé Skopje. Les Skopje, c'était une secte, c'est un avatar de la religion orthodoxe, et cette secte confond l'activité sexuelle et l'activité démoniaque. Pour vaincre le démon, le mal, les Skopje se plongeaient à corps perdu dans le péché, pour ensuite, par un mouvement de bascule très naturel et qui est le dégoût de soi-même, se trouver renvoyés dans la zone du bien. Les prêtres de la secte marquaient leur victoire finale
en se castrant. Mais quoi qu'il en soit, Kalmakov, lui, n'a jamais connu cette victoire-là. D'ailleurs, depuis 1913, le mal semble envahir la création. Il se camoufle même sous les aspects du bien. Dans un monde qui va sombrer, la rédemption du Christ est un échec, voire une duperie. À Paris, peu à peu, il semble s'apaiser. Il vit dans sa chambre, tout nu, tout seul, il peint, il ne reçoit personne. Et notamment, il se garde très très soigneusement des femmes. Mais, il rencontre une voisine de palier qui a 40 ans, qui est encore séduisante. Lui en a près de 70, et il s'éprend d'elle éperdument. Cette personne avait un ami, beaucoup plus jeune qu'elle, qui était prêtre et qui rôdait autour d'elle. Et les rapports de Kalmakov et de cette personne sont franchement sadomasochistes. À savoir, elle joue peu à peu le rôle de Salomé et il la laisse faire. Et, à sa manière, elle le tue. Elle lui coupe la tête. Alors qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, son curé se défroque et elle l'épouse. Ensuite, elle envoie Kalmakov dans un hospice du plus bas niveau où il demeurera. Et avant de partir, il lui donne tout ce qu'il possède, c'est-à-dire donc ses œuvres, ses papiers, ses livres, sa guitare, sa palette, sa chevalière. Eh bien, j'ai été nommée à l'hospice en 1951. Et Kalmakov est mort 4 ans après, donc en 55. Il devait avoir 80 ans. Durant toutes ces années, jamais personne ne s'est manifesté. Il était absolument seul. Eh bien, l'hospice était une maison de retraite pour les émigrés russes. Kalmakov s'y trouvait donc au milieu de gens de son pays, de son milieu. Il aurait dû s'intégrer. Eh ben non, il ne les supportait pas. Les autres le lui rendaient bien. D'abord, il bavait, enfin, il salivait. Il avait eu une attaque d'hémiplégie. Et puis, il avait un caractère épouvantable. La nuit, il se levait pour aller aux toilettes, il enfilait juste une veste, et au retour, il hurlait parce qu'il ne retrouvait pas sa chambre. Ou alors, il s'asseyait tel quel, sans pantalon, sur la figure de son compagnon de chambre qui dormait. Vous imaginez? Mais le pire, c'était son couteau. Il passait son temps à aiguiser un couteau de cuisine. Il commençait tôt le matin, toujours le même couteau. La lame était comme un fil. Et il le mettait ici, dans son gousset, la pointe en l'air. Je me disais, voyons, monsieur Kalmakov, c'est très dangereux ce que vous faites là. Rien à faire. Tous les autres étaient terrorisés. Alors il passait 6 journées dans sa chambre, à aiguiser son couteau,
ou bien lacérer des morceaux de papier. Il n'a jamais parlé de peinture. Je ne savais même pas. Il refusait aussi de se joindre aux prières, sous prétexte qu'il était catholique. Alors il allait souvent au village, à la messe. Il s'était lié avec le chanoine gallois et à sa dame de compagnie, Marguerite. Il est mort d'apoplexie. Il est tombé dans le salon, juste sous l'icône. Nous l'avons transporté à l'hôpital de Lagny et il est mort là-bas. Alors je suis allée tout de suite prévenir le chanoine gallois, puisqu'il se connaissait très bien. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Moi, je n'ai pas d'argent. Nicolas Kalmakov a été inhumé au cimetière de Lagny, mais ne cherchez pas sa tombe. Au bout de 5 ans, faute d'argent pour la concession, on l'a réglementairement transféré dans la fosse commune.